Céline Géraud, toujours entourée de ses invités pour décrypter l'actualité. Jusqu'à 14h, Jean-Michel Salvatore, Nathan Dever nous ont rejoints évidemment pour parler maintenant de la France insoumise. Et nos chers auditeurs d'Europe 1 qu'on attend toujours au 01 80 20 39 21 si vous souhaitez réagir. Alors on parle évidemment de cette première semaine de négociation. LFI qui propose sans surprise 4 candidats pour le poste de Premier ministre à Matignon. Alors il y a Clémence Guettet, il y a Mathilde Panot, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Bompard. Écoutez, Antoine Léaumont, il est député LFI en Essonne. Qui c'est les plus forts? C'est pas les Verts, c'est LFI. Vous remarquerez quand même que alors que la France insoumise était décrite comme un mouvement qui serait construit autour d'un seul homme, Jean-Luc Mélenchon, et qu'il y aurait le culte du chef, je ne sais quoi, en réalité ce qui se passe c'est qu'on est capable de produire 4 noms pour le poste de Premier ministre et que tout le monde trouve ça normal. Tout le monde se dit, bah oui, après tout, pourquoi pas Manuel Bompard, pourquoi pas Clémence Guettet, pourquoi pas Mathilde Panot, et pour ma part aussi, pourquoi pas Jean-Luc Mélenchon, évidemment. Le profil de Jean-Luc Mélenchon est assez clivant. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est le mieux placé très clairement pour Matignon? Alors, la diabolisation de Jean-Luc Mélenchon, elle a un objectif politique, c'est d'empêcher la mise en place du programme du nouveau Front populaire. Alors Antoine Léaumont, député LFI en Essonne ce matin avec Jacques Serret, Jean-Michel Salvatore, sur cette complexité à trouver un candidat commun entre tous, alors qu'LFI prend le lead. Alors, en fait, c'est à la fois, à mon avis, très complexe et très simple. Je pense qu'aujourd'hui, la stratégie de la France insoumise, c'est de ne pas aboutir à un accord. Je pense qu'il y a une volonté de saboter cette discussion. En fait. Donc ils n'en veulent pas, en fait. Oui, tout simplement parce que je pense que Mélenchon se dit qu'il a tout compte fait, il a vraiment maintenant plutôt intérêt à bordéliser le pays pour déclencher une présidentielle. Je pense que c'est maintenant la stratégie. Donc leur stratégie, c'est quoi? Semer le chaos, comme ils le font très bien, chaos, déjà, avec tous les relais possibles et imaginables. Donc on a vu que la CGT allait se joindre à tout ça la semaine prochaine en organisant des manifestations. Mais c'est vrai que la France insoumise a changé de stratégie tout au long de la semaine. Dimanche soir, quand on voit apparaître Mélenchon à 20h05 sur les écrans, là il y a une volonté de coup de force en disant voilà, il faut que le président de la République nomme un Premier ministre issu de la France insoumise pour appliquer le programme, tout le programme. Rien que le programme. Ça a été dimanche. Et puis, au début de la semaine, on a senti que la France insoumise voyait que peut-être il fallait trouver un terrain d'entente et peut-être mettre un petit peu d'eau dans son vin. Et donc là, on a commencé à parler d'une candidature possible d'Olivier Faure, bon, ce qui était finalement très commode, facialement parce qu'il est socialiste, donc ça permettait de dire, bah voyez, on n'est pas si dangereux que ça. Mais politiquement, c'était évidemment pas mal joué parce que Olivier Faure doit tout à la France insoumise et notamment sa réélection. Et après, ils nous ont promis un candidat avant la fin de la semaine. Et puis là, finalement, rien ne se passe. Ils passent leur temps à dire on discute, mais j'ai l'impression que tout le monde, que vous avez. C'est des réunions Tupperware qui n'en finissent jamais. Vous en avez certains qui veulent arriver à un accord, sans doute les socialistes, peut-être les communistes, peut-être les écolos. Et je pense que la France insoumise essaye de rendre tout accord impossible, notamment en présentant ces 4 noms. Je sais pas ce qu'on pense, Nathan. Avant de vous entendre, Nathan, on va faire réagir un auditeur, justement, qui nous appelle. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct, Pierre. Vous nous écoutez à Sèvres. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe? C'est les Deux-Sèvres. Ah, les Deux-Sèvres, dans les Deux-Sèvres, pardonnez-moi. Donc vous êtes un électeur de gauche? Oui, plus sur France insoumise, oui. Voilà, et donc comment est-ce que vous voyez ce qui se passe actuellement là, du côté de la NFP qui est incapable finalement de s'accorder? C'est pas évident parce qu'en fait, faut mettre en place un programme de rupture et en fait, la France insoumise veut être sûre que la personne qui va aller à Matignon va mettre en place un programme de rupture. Et voilà. Donc oui, dis-moi. Oui, pour vous, c'est pas forcément un candidat de la France insoumise qui pourrait prendre ce poste. Pas forcément. Il faut juste. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que ce soit un candidat qui mette en place ce programme de rupture. Parce que en fait, on s'est déjà fait avoir 2 fois à gauche, que ce soit avec Mitterrand, moi j'étais pas né, ou bien François Hollande avec la loi travail. Donc voilà, maintenant on est méfiant. C'est pas qu'on est sectaire, c'est qu'on est méfiant. Et en fait, Jean-Luc Mélenchon veut faire cette hégémonie à gauche pour être sûr qu'on aura une des promesses de rupture, quelque chose qui va vraiment faire changer la vie des gens. Mais vous êtes sûr, Pierre, que la France insoumise veut vraiment ce poste de Premier ministre, ou alors ils attendent que le PS et les écologistes se plantent ou trahissent Non, je pense pas.
Moi, je suis pas dans ces trucs-là. Je pense qu'ils le veulent vraiment, mais ils veulent pas faire des petites mesurettes. Ils veulent vraiment changer de fond en comble le pays pour que les gens puissent vivre mieux, en fait. Donc, voilà. Merci Pierre, merci pour votre appel. Il faut aussi comprendre que c'est détraumatisé du PS. Et voilà. Et je dis bonjour à Clémence Guettet, qui est de chez nous, du nord de Sèvres, et qui ferait bien mieux de temps en temps de rentrer à la maison. Merci pour la dédicace. On essaiera de lui passer le bonjour, mais c'est pas gagné. Merci beaucoup, merci beaucoup Pierre. Nathan Dever, on entend notre auditeur qui lui finalement dit ce qui compte, c'est le programme, c'est moins l'incarnation. Il n'empêche, la question que soulève aussi Jean-Michel, c'est est-ce que aujourd'hui la France insoumise veut vraiment de ce poste de Premier ministre, ou alors ils attendent que le PS et les écologistes aillent se brûler les ailes en passant des accords et en se trahissant ce nouveau Front populaire. C'est toute la question. Alors déjà, dans ce que disait Pierre, il y a une chose que je trouve intéressante, c'est qu'il parle du programme. Et en effet, je le dis objectivement, le programme du nouveau Front populaire, il doit essentiellement au programme de la France insoumise. Même si parfois il y a des différences de degrés, mais si vous voulez, aujourd'hui, le mouvement politique à gauche qui a apporté des idées sur les dernières années, c'est pas tellement les socialistes qui sont en train de digérer la défaite du bilan Hollande et qui arrivent pas, si vous voulez, à se recréer. C'est un peu les écologistes, mais pas tellement, parce que même sur l'écologie, ceux qui ont vraiment porté une réflexion de fond, qui se sont entourés d'intellectuels et qui ont construit un programme qui est l'avenir en commun, qui est en effet un programme de rupture et qui est en effet un programme qui est le fruit d'un vrai travail politique, objectivement, c'est la France insoumise. Ensuite, tout le problème est là. Quand Emmanuel Macron est réélu en 2022 et qu'il a une majorité relative, Jean-Luc Mélenchon avait raison et avait beau jeu de dire que Emmanuel Macron n'était élu que par défaut, qu'il avait une majorité relative et qu'il pouvait pas appliquer totalement son propre projet politique. On l'a beaucoup dit, notamment pendant la réforme des retraites. Ce serait problématique d'avoir dit ça en 2022 et de dire le contraire, alors que la France insoumise a beaucoup moins de députés et que le NFP, de manière générale, que Emmanuel Macron n'en avait en 2022. Donc à partir de là, évidemment que cette position consistant à dire de la part de Jean-Luc Mélenchon à 20h05, le programme, rien que le programme et tout le programme, et évidemment la frustration des électeurs qui sentent que le programme ne peut physiquement pas être appliqué, il faut quand même en tenir compte. Et évidemment que là on revient, beaucoup ont dit qu'on revenait dans une situation de 4ème République, etc. Mais on revient donc dans une logique où il va falloir avoir un esprit de toutes parts de modération, de discussion, de nuance par rapport à soi-même. Et à partir de là, toute forme d'absolutisme est rendue caduque et impossible. On va écouter justement Sébastien Chenu, le vice-président du RN, sur ce sujet à propos de la France insoumise qui n'a pas la majorité. Je rappelle que la gauche a fait moins de voix que le Rassemblement national lors de ces élections, et pourtant ils revendiquent un pouvoir alors qu'ils n'ont pas de majorité. Jean-Luc Mélenchon a dit pendant des années, le pouvoir macroniste n'est pas légitime car il est minoritaire en siège à l'Assemblée nationale. Il a une majorité relative, d'ailleurs il l'appelait la minorité présidentielle. Donc la situation est encore pire les concernant. Et ils ne veulent pas accepter ça. Ils n'ont pas de légitimité à conduire les affaires de la France. Ils ne veulent pas l'accepter. Ils sont prêts à, évidemment, casser, empêcher, manifester, faire pression dans une démocratie. Enfin, je veux dire, est-ce que ces gens, à un moment, ont réussi à leur dire qu'il y a un cadre dans lequel la démocratie s'exerce et ce n'est pas le foutoir permanent? Voilà, Sébastien Chenu, le foutoir permanent, le chaos, c'est ce que vous disiez, Jean-Michel Salvatore, c'est leur stratégie, quoi. Oui, mais puis il y a quand même aussi une très grosse manip. Enfin, la ficelle, elle est grosse comme ça. En fait, ils font comme si, la France insoumise fait comme si ils avaient la majorité absolue. Donc ils font des comparaisons avec Mitterrand en 81, avec Jospin en 97. Dans ces deux cas, il y avait une véritable majorité absolue et donc le président de la République pouvait nommer un Premier ministre pour faire appliquer un programme, il y avait la majorité. Alors, il y avait la majorité en 81 avec un président qui avait un Premier ministre de la même couleur, et puis en 97 avec un président Chirac qui était obligé de nommer Jospin sur la gauche plurielle. Bon, là c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il manque 100 députés pour faire voter le programme de Mélenchon. Donc moi je trouve qu'il y a quand même une certaine duperie à faire croire qu'on leur vole l'élection, alors qu'en fait c'est vrai qu'ils ont été les premiers aux législatives, mais on peut pas considérer qu'ils sont les gagnants du deuxième tour, ils n'en sont que les bénéficiaires éventuels. Voilà, ils sont peut-être pas les gagnants, mais ils occupent tellement le terrain, ils aboient tellement fort, Nathan Dever, que finalement on efface, quoi, et on écrase et on se dit oui, c'est eux les leaders, quoi. Mais bien sûr, mais ils sont excellents en communication.
en méthode, en stratégie politique. Chaque élection présidentielle, d'ailleurs, on promet à Jean-Luc Mélenchon un score qui est toujours très très inférieur au score qu'il finit par faire, parce que ces méthodes payent. Et ceux qui disent, à mon avis en tout cas, ceux qui disent que c'est un choix qui est un suicide stratégique, ce que fait la France Insoumise, se trompent complètement. C'est ça qui, aujourd'hui, marche. Alors ensuite, une remarque, c'est que dans l'histoire du Front républicain, depuis 2002, c'est la première fois que c'est la gauche que le Front républicain bénéficie à la gauche. Et la gauche, depuis 2002, a toujours dit, et elle avait raison, que quand des candidats de droite ont été élus grâce au Front républicain en 2002, en 2017 et en 2022, ils se sont comportés comme si c'était un vote d'adhésion. Alors qu'évidemment, c'était un vote de barrage et donc un vote en se pinçant le nez. Et il faut aussi, je pense, que les candidats de gauche soient conscients de cela. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de circonscriptions où ils ont été élus par des gens qui sont allés voter en se pinçant le nez et qui n'approuvaient absolument pas leur programme. Donc c'est une question aussi qui est très délicate. Bon, en tout cas, la stratégie est très intéressante et on va la rapprocher de ce qui se passe du côté du Rassemblement national, puisque eux aussi préparent finalement 2027 et attendent de voir en embuscade ce qui se passe avec le RN qui donc votera bien la censure d'un gouvernement à tendance LFI. On en parle dans quelques instants avec vous. À tout de suite pour la troisième et dernière partie de ce décryptage à 3 voix avec Céline Géraud et ses invités, Nathan Dever, Jean-Michel Salvatore. Europe 1, 13h.